Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. Je m'appelle Maxime et je serai votre coordinateur aujourd'hui et pour les prochaines sessions de webinaire à venir. On est très content de vous avoir avec nous aujourd'hui et de faire ce webinaire avec Géraldine. Pour rappel, qu'est-ce que l'accélérateur du numérique? L'accélérateur du numérique, c'est un programme propulsé par Amazon qui propose 4 formats éducatifs: la formation personnalisée en ligne, les webinaires, les bootcamps et le coaching. Et ce programme de formation couvre différents sujets. Donc, ça va de la création de l'entreprise à la logistique, en passant par le marketing et les questions liées aux enjeux de la soutenabilité et aux enjeux environnementaux. Donc, ce programme est développé avec le soutien de plusieurs experts en leur domaine. Et donc, durant ce webinaire, surtout, n'hésitez pas à utiliser le chat et n'hésitez pas à poser vos questions dans la box dédiée à ce sujet. On y répondra soit pendant le webinaire, soit à la fin de celui-ci, pendant la partie questions-réponses. Pour information, le webinaire sera disponible en replay sous quelques semaines. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir par le chat et je laisse la main à Géraldine pour débuter et puis se présenter par la suite. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là du coup pour parler un peu des enjeux environnementaux dans votre entreprise. Que vous soyez entrepreneur, que vous ayez, vous soyez dirigeant d'une TPE, d'une PME. Donc voilà, donc du coup le sujet principal de ce webinaire, c'est comment intégrer les enjeux environnementaux dans la stratégie de votre entreprise. Alors, attendez, voilà. Donc en fait, on va parler de stratégie climat pour les entreprises qui souhaitent prendre part aux défis du siècle. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a peu de personnes dans la salle, si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse, qui pensent que la crise climatique, c'est pas un enjeu, le défi du siècle, l'enjeu qu'on doit aujourd'hui résoudre, en tout cas, sur lequel on doit travailler pour réduire les conséquences. Et donc, du coup, on va voir pendant ce webinaire, en premier point, comprendre les grands enjeux sociaux et environnementaux actuels. En deuxième point, qu'est-ce que la responsabilité sociétale des entreprises et pourquoi elle est indispensable aujourd'hui pour toutes les entreprises, surtout avec la partie environnement et climat. Et ensuite, la partie peut-être la plus intéressante pour vous, c'est passer à l'action, sur quoi je peux agir, comment je me lance et par quoi je commence pour vraiment prendre part à la solution et faire partie de la solution aujourd'hui. Et puis, on finira par une session de questions-réponses. Donc, ce que vous allez trouver dans cette présentation aujourd'hui, c'est les principales notions pour comprendre le sujet, l'envie de vous lancer dans la transition et de lancer votre entreprise dans la transition et des actions concrètes à mettre en place dans votre entreprise. Et ce que vous ne trouverez pas, c'est des discours moralisateurs parce qu'il y en a trop et du coup, ça ne fait pas avancer. J'espère un sentiment d'impuissance. Vous n'aurez pas ce sentiment-là à la fin de cette présentation et vous ne trouverez pas non plus de template pour faire du greenwashing parce qu'on essaye de limiter justement ce greenwashing. Alors moi, c'est Géraldine Fournier. Donc en fait, avant, j'ai travaillé pendant 8 ans dans la communication et le marketing. Et en 2017, la dissonance entre mon engagement pour la crise climatique et les tâches que je faisais quotidiennement au boulot a été trop importante. Donc du coup, j'ai démissionné. Je me suis formée en profondeur. J'ai découvert l'ampleur de l'urgence climatique et je me suis rendu compte qu'en fait, l'inaction n'était plus une option et qu'il fallait absolument que je m'engage plus en profondeur dans ce combat-là. Et donc, du coup, j'ai fait un reset de carrière et aujourd'hui, je suis consultante climat indépendante et j'accompagne les entreprises à mesurer leur impact environnemental et à le réduire efficacement pour pouvoir participer à la transition globale de la société vers un monde bas carbone et un monde qui et limiter les conséquences du dérèglement climatique. Donc, je vous préviens quand même, cette présentation peut être un petit peu pénible parce qu'on va parler du dérèglement climatique, un sujet qui est un peu paniquant, on va dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éco-anxiété. On sait que voilà, le sujet, il est d'une importance capitale. En fait, pourquoi on peut avoir ce sentiment d'impuissance et de panique, c'est surtout parce que je pense qu'on le connaît mal et que c'est un sujet qui est plus grand que nous.
puisque c'est une problématique mondiale, planétaire, et pas juste une problématique de citoyens, voilà, de salariés, de consommateurs. En fait, on est tous dans le même bateau et on a des enjeux qui sont extrêmement importants. On va donc parler, en fait, prendre le début du sujet, essayer de vous faire comprendre pourquoi on a cette crise climatique et en fait, de manière très simple, comment en fait on peut agir pour la réduire. En fait, c'est simple dans ce qu'il faut qu'on fasse, c'est plus difficile dans la mise en place dû au système dans lequel on évolue. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les actions, on les connaît, elles existent, les solutions, on les connaît, elles existent. Et donc, du coup, bah voilà, il suffit de se mettre en mouvement et de les mettre en place dans notre stratégie d'entreprise. Donc, en fait, ce qui s'est passé, simplement, un jour, on a découvert les énergies fossiles au début du XXe siècle. Alors, le charbon un petit peu avant, mais donc charbon, pétrole et gaz. On s'est mis à les utiliser. Ces énergies, elles sont très, très pratiques. Et donc, du coup, on s'est mis à les utiliser pour tout. Elles nous ont permis de faire plein de choses. Voyager pas cher, avoir du chauffage en continu chez soi, posséder plein d'objets, changer notre système alimentaire, changer la manière dont on construisait nos bâtiments, la manière dont on se déplace, la manière dont on consomme. Le seul problème avec ces énergies fossiles, c'est qu'elles produisent des gaz. En fait, au moment de la combustion, c'est-à-dire qu'on les utilise pour pouvoir utiliser les énergies fossiles, on les brûle, on les transforme pour avoir une autre sorte d'énergie. C'est-à-dire qu'avant, c'était le charbon qu'on brûlait pour pouvoir faire avancer les trains, par exemple, les locomotives à vapeur. Ce qu'on utilise aussi, c'est le pétrole. On le transforme pour pouvoir, par exemple, faire du plastique. On le transforme pour pouvoir faire du carburant. Et en fait, au moment de cette transformation, les gaz vont dans l'atmosphère et s'y accumulent. C'est ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Vu qu'on utilise de plus en plus d'énergie fossile, notre consommation d'énergie fossile ne cesse d'augmenter et même si depuis plusieurs dizaines d'années, on utilise des énergies renouvelables, on continue à augmenter la quantité d'énergie fossile qu'on utilise chaque année. Et donc, en fait, chaque année, on rajoute des gaz dans l'atmosphère. Et donc, on se rajoute une petite doudoune de gaz. Donc, on voit ici sur ce graphique, en fait, c'est l'évolution de la concentration en CO2 de l'air en parties par million. Et donc, on voit que en fait, on a commencé depuis le moment où on a mesuré et avant l'ère l'ère industrielle et là où on s'est mis à utiliser des énergies fossiles en masse, on était à 395 parties par million et aujourd'hui, en 2020, on était à 415 parties par million. Donc en fait, on voit que on rajoute des couches de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et donc en fait, on réchauffe l'atmosphère. Plus on met de doudounes, plus on a chaud. C'est comme si on rajoutait des doudounes, des couettes. Et donc, on voit là que la température ne cesse d'augmenter depuis, là, on a sur le graphique 1880, on va jusqu'à 2019. Mais en fait, la température augmente en fonction de l'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. En fait, là, on voit, on est à plus 1 degré. C'est par rapport à la température de la surface de la Terre en 1880, donc ce qu'on appelle l'ère pré-industrielle. Donc aujourd'hui, on a augmenté cette température de plus 1,1 degré. Ces degrés, ils sont importants. Ce n'est pas plus 1,1 degré en termes de météo, c'est-à-dire en termes de thermomètre. C'est la température à la surface de la Terre. Et c'est ce qui est notamment ces degrés, c'est ce qui est mentionné dans les accords de Paris. Vous avez sûrement dû déjà entendre parler il ne faut pas dépasser une augmentation de la température de la Terre de 1,5 degré. Aujourd'hui, c'est la trajectoire quand les pays en fait se sont engagés et ont signé l'accord de Paris, ils se sont engagés dans une trajectoire pour ne pas dépasser ces plus 1,5 degrés. Donc aujourd'hui, on est déjà à plus 1,1.
on sait qu'aujourd'hui, les trajectoires ne sont pas tenues. En fait, on essaye de réduire et on met en place des actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais elles ne sont pas assez ambitieuses pour ne pas dépasser les plus 1,5. Donc aujourd'hui, on parle plus de 2 degrés souvent. On entend, voilà, il ne faudrait pas dépasser les 2 degrés. Au-delà de 2 degrés, en fait, on risque de voir des effets boule de neige et donc du coup un phénomène un peu incontrôlable du climat, enfin le climat qui agit de manière incontrôlable et donc on a du mal à prévoir les conséquences si on dépasse ces plus de degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Ce qu'on sait en tout cas aujourd'hui, c'est que plus il fait chaud, plus on a des problèmes. Ça, c'est sûr que c'est que plus on augmente cette température, plus on voit des répercussions et des conséquences. D'ici à 2100, on prévoit par exemple, si on continue dans la trajectoire actuelle de nos émissions de gaz à effet de serre, des canicules qui duraient 3 mois en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des canicules de 4-5 jours. Ça pourrait être 3 mois consécutifs à des températures extrêmement élevées. 140 millions de réfugiés climatiques d'ici à 2050. Alors, quand on parle de réfugiés climatiques, évidemment, on ne parle pas de 140 millions de réfugiés climatiques qui vont arriver en France. C'est des gens qui vont être obligés de se déplacer parce qu'ils n'ont pas, ils ont des sécheresses, donc ils n'ont plus assez de nourriture là où ils se trouvent. Ils sont victimes d'inondations, de catastrophes naturelles et donc ils doivent se déplacer. Principalement, les réfugiés se déplacent déjà au sein de leur propre pays, au sein de leur propre région. Mais vous imaginez juste en fait le mouvement que ça peut, en fait, ça va déséquilibrer des régions, des pays, des régions entières, et puis aussi au niveau mondial, puisque évidemment il y a des personnes qui se déplacent, qui changent d'endroit, et voilà. Donc ça, on va dire que voilà, ça pose des problèmes sur la planète entière et en plus, on connaît certaines régions qui vont être plus impactées, mais finalement, on se rend compte que aucune des régions n'est à l'abri de climatisation, d'inondations et de catastrophes naturelles. On parle aussi de l'impact sur l'agriculture. Donc là, j'ai mis un exemple, fini le vin de Bordeaux ou de Vallée du Rhône. En effet, il va falloir, avec les sécheresses, que notre système d'agriculture s'adapte. Et potentiellement, il y a des produits qui peuvent disparaître parce que les conditions climatiques ne permettent plus le développement et la culture. 80% des Maldives englouties par la montée des eaux d'ici à 2050. Et un demi-million de morts à cause de l'impact sur la production alimentaire d'ici à 2050. Donc là, on parle surtout des sécheresses, des inondations qui détruisent les cultures. Voilà, c'est principalement ça. Donc on voit que de toute façon, plus il fait chaud, plus on a des problèmes. Donc on sait très bien qu'on va vers plus de crises. Ça, c'est sûr et certain, si on ne fait rien, si on n'inverse pas la tendance. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va y avoir de plus en plus d'événements climatiques qui ne sont pas très sympas. Et qu'au-delà de 2 degrés, comme je vous disais, c'est plus ou moins game over, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment on va pouvoir s'adapter. C'est surtout ça, en fait. Est-ce que l'adaptation va être possible dans certaines régions? Peut-être pas. Et donc, du coup, comment on va pouvoir transformer tout notre système pour continuer à garantir les besoins vitaux, c'est-à-dire l'accès à l'eau, et notamment l'accès à la nourriture. Aujourd'hui, quand on parle en fait de 2 degrés, pour vous remettre un peu dans le contexte, lors de la dernière ère glaciaire, il faisait seulement 5 degrés de moins qu'aujourd'hui. Et la France ressemblait à la Sibérie actuelle, c'est-à-dire qu'il y avait, d'ailleurs, la Manche n'existait pas, c'était recouvert de glace. L'Angleterre, l'Irlande, les Pays-Bas, le Danemark, les pays scandinaves étaient recouverts de glace. Et ça, c'est la différence entre le climat, 5 degrés, c'est la différence entre ce climat-là, c'est-à-dire tout le nord de l'Europe recouvert de glace, et le climat qu'on a aujourd'hui actuel, un climat tempéré avec 4 saisons, etc. Donc en fait, 2 degrés, c'est déjà énorme en termes de changement climatique et donc en termes d'impact sur
le fait que les territoires soient habitables. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut encore rester en dessous de ces 2 degrés. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir agir drastiquement, réduire de 40% en 10 ans nos émissions de gaz à effet de serre, sachant que ça n'est jamais arrivé, à part pour l'année Covid, où on a voilà, une énorme baisse, mais bon, on sait l'impact que ça a eu sur l'économie, sur nos vies et sur les entreprises. Donc, en fait, il va falloir vraiment agir efficacement et sérieusement. Et il faut que, surtout, tout le monde s'y mette. Donc là, ce sont nos émissions jusqu'à aujourd'hui. On voit qu'il n'y a jamais eu de baisse depuis le début du XXe siècle, et notamment depuis après la Seconde Guerre mondiale, depuis 1950, où en fait, on a des émissions croissantes dues au fait qu'on utilise de plus en plus d'énergie fossile. Puisqu'on utilise des énergies fossiles pour tout. Il faut savoir notamment le pétrole. Le pétrole, c'est 80% des énergies fossiles qu'on utilise. Et en fait, on les utilise pour tout. On les utilise pour l'agriculture, pour faire fonctionner les machines, donc les tracteurs, etc. S'il n'y a plus… je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas faire d'agriculture sans énergie fossile. C'est impossible puisqu'il faut, pour récolter, pour produire des machines. On ne peut pas se déplacer sans énergie fossile aujourd'hui, à part en vélo ou à pied, par exemple. En train, du coup, en France, avec l'énergie nucléaire, mais dans les autres pays, c'est beaucoup moins évident. Pour s'habiller, c'est pareil. Toutes les matières synthétiques de nos vêtements sont produites à base de pétrole. Il faut des carburants pour faire tourner, pour acheminer les vêtements. Il faut de l'énergie fossile pour faire tourner les usines, etc. Donc notre système entier est basé sur l'utilisation d'énergie fossile, ce qui explique ces émissions de CO2. Et voilà, en gros, ce qui nous attend, ce qu'on doit faire entre 2020, bon, déjà 2022, quasiment 2023 et 2030. Voilà, il faut une énorme baisse. Donc, c'est extrêmement ambitieux. Et c'est pour ça qu'il faut que tout le monde s'y mette dès demain, et d'agir le plus efficacement possible. Donc, la majorité de nos activités actuelles émettent des gaz à effet de serre. Donc, comme je vous le disais, un hamburger sur le pouce, c'est 4 kg de CO2. L'achat d'un nouveau jean, c'est 24 kg de CO2. Un an de chauffage électrique d'un studio, c'est 350 kg de CO2. Un aller-retour Paris-Bali en avion, c'est 3700 kg de CO2. Donc, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on émet des gaz à effet de serre. Donc, on va tous devoir changer, beaucoup et très vite. Et en fait, c'est un changement assez radical d'état d'esprit. Alors, il y a une transition pour pouvoir mettre en place ce changement, mais ce qui est sûr, c'est que dans notre état d'esprit, il faut se dire, OK, c'est pas juste des petits changements, c'est une véritable transition. Et il y a 3 piliers dans cette transition. Il y a évidemment les individus, les gouvernements et collectivités et les entreprises. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit tous agir ensemble et qu'il faut absolument qu'on arrête de se relancer la balle. C'est-à-dire les entreprises qui peuvent dire oui, bah, en fait, les consommateurs, ils achètent, donc au moment où ils arrêteront d'acheter, bah, on arrêtera de produire ces produits-là, des produits très polluants, par exemple. Les individus, les consommateurs qui peuvent dire oui, bah, en même temps, les entreprises, elles n'ont qu'à arrêter de produire les produits les plus polluants et si elles ne les mettent pas sur le marché, bah, nous, on arrêtera d'acheter. Et les gouvernements qui disent, bah voilà, les entreprises, elles sont responsables de leur production. Les individus, ils font pas assez pour réduire leur empreinte carbone, etc. En fait, ça fonctionne en triptyque. Et donc, chaque action a un impact. L'action des individus, bah, par exemple, avec le vote, va faire que les gouvernements et les collectivités vont plus agir. Si évidemment on élit des personnes qui mettent la transition énergétique et environnementale au cœur de leur politique. Donc avec notre vote, on peut aussi évidemment en tant que consommateur en fonction de ce qu'on achète. Les entreprises qui agissent aujourd'hui nous permettent d'avoir des choix pour acheter plus responsable et moins polluant, donc notamment toutes les entreprises qui proposent des produits éco-responsables, des produits plus écologiques. Donc ces entreprises, elles ont décidé d'agir
avant que les consommateurs ne choisissent pour leur proposer un choix. Et donc, du coup, voilà, en fait, quand tout le monde s'y met, finalement, les actions de tout le monde permettent une transition globale. Et en fait, c'est là où la responsabilité sociale des entreprises, la RSE, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être que non, vient du coup s'insérer dans une stratégie d'entreprise. Avoir une politique RSE dans son entreprise, c'est de ce fait prendre en compte les impacts que son activité a sur les humains et sur l'environnement. Et c'est en fait intégrer des objectifs d'impact aux côtés des objectifs financiers. Donc en fait, c'est une démarche, une démarche globale qui impacte les prises de décision au sein de l'entreprise au plus haut niveau, mais également les prises de décision des managers qui sont un peu plus en aval. En fait, toute la chaîne hiérarchique d'une entreprise doit prendre des décisions qui prend en compte les impacts sur l'environnement et sur les humains. Donc, ça impacte également la vision à long terme de l'entreprise. Comment se positionne l'entreprise dans 10 ans dans un monde bas carbone, un monde qui fait sa transition. Donc voilà, il faut avoir cette vision-là, il faut se poser la question. Qu'est-ce que ça signifie, le business model de mon entreprise dans un monde bas carbone qui, du coup, a moins besoin d'énergie fossile pour fonctionner et trouve des solutions pour remplacer ces sources d'énergie. Et donc, du coup, on a aussi un impact sur les achats et les dépenses, donc les fournisseurs, les matières premières, comment on dépense notre argent, l'argent de les entreprises, la politique RH, évidemment, et l'innovation aussi. Quelles sont les innovations sur lesquelles on va se concentrer, l'entreprise, les nouveaux produits que potentiellement l'entreprise va développer, les nouveaux services. Donc, on voit qu'en fait, une politique RSE dans une entreprise, il ne faut pas qu'elle soit cantonnée à juste le côté communication. On va communiquer sur 2-3 engagements pour montrer qu'on agit. Il faut qu'elle soit aussi intégrée dans les décisions stratégiques. On voit ici, par exemple, c'est l'entreprise Picture Organic Clothing qui vend des vêtements éco-responsables. Et en fait, le Sustainability Manager, en fait, il dit bien qu'il pilote désormais l'entreprise de telle sorte qu'elle soit en phase avec la limite d'un réchauffement climatique à 2 degrés. Donc, en fait, quand ils prennent des décisions, ils se disent, est-ce que c'est compatible avec un monde qui ne dépasse pas les plus de degrés? Et donc, du coup, ils ont toujours fait la promotion d'une consommation de produits responsables, recyclés, biologiques, puisque bon, ça, c'est au cœur de leur business model. Mais finalement, ils ne s'interrogeaient pas forcément sur le fait d'une consommation raisonnée. Et donc ça, oui, on peut vendre des produits plus écologiques, mais le but, c'est de consommer mieux, certes, mais aussi moins et de manière plus raisonnée et de consommer ce dont on a besoin. Donc, si on vend des produits éco-responsables, mais que finalement, on incite à la consommation de vêtements dont on n'a pas besoin, ce n'est pas forcément cohérent avec un monde bas carbone, puisqu'on sait que dans un monde bas carbone, il faut forcément avoir moins de produits. Donc, du coup, ils réfléchissent à des offres, à des innovations sur la garantie de réparabilité à vie, comme le font déjà d'autres entreprises, pour diminuer l'impact des produits. Donc, c'est vraiment un virage à 90 sur la manière de voir la croissance et le développement de l'entreprise. Donc, en fait, on est d'accord que aujourd'hui, je parle du coup à des entrepreneurs, à des dirigeants, toutes les entreprises doivent s'y mettre, chacune à son échelle, avec ses moyens et avec ses contraintes. Donc, en fait, on est d'accord pour dire qu'on doit tous faire un pas vers prendre en compte les impacts environnementaux et sociaux de notre activité. Évidemment, chaque entreprise a une échelle différente, il y a des contraintes qui sont différentes, il y a des moyens qui sont différents. Le but, c'est de se lancer, c'est de commencer et surtout de ne pas rester en dehors de cette mécanique de transition où on doit tous y aller en fait parce qu'on n'a plus le choix. Donc pourquoi on y va? Je pense que vous avez déjà compris que premièrement, c'est parce qu'une fois qu'on
qu'on sait qu'on doit absolument agir parce qu'en fait, le monde, si on n'agit pas, le monde en 2050, il sera pas forcément vivable pour tous les humains sur cette planète. Il risque d'être très compliqué. On risque de rencontrer de plus en plus de crises. Donc, en fait, la première raison pour y aller, il faut être quand même convaincu. Il faut agir contre la crise climatique, limiter les conséquences catastrophiques sur le vivant, donc c'est-à-dire sur les humains, mais également sur la biodiversité et en fait sur le fait que la planète reste habitable et vivable pour les générations futures. Ensuite, il y a d'autres raisons pourquoi intégrer ces problématiques-là dans notre stratégie d'entreprise, c'est pour anticiper les réglementations françaises et européennes. Aujourd'hui, les réglementations avancent fortement. On voit par exemple qu'il y a une obligation pour les entreprises déjà depuis 2010, les entreprises françaises de plus de 500 salariés, de présenter un rapport d'impact et un bilan carbone sur les émissions directes. À partir du 1er janvier 2023, le bilan carbone doit être fait sur les émissions directes et indirectes pour les entreprises de plus de 500 salariés. À partir de 2024, c'est les entreprises au niveau européen, cette fois-ci de plus de 250 salariés, qui doivent absolument présenter un bilan carbone et un rapport d'impact. Donc voilà, il y a des réglementations qui vont avancer. Moi, je suis persuadée que d'ici à 2025-2026, ce sera toutes les entreprises européennes qui devront calculer leur empreinte carbone et présenter des objectifs de réduction et des actions à mettre en place. Donc, pour anticiper, finalement, autant commencer maintenant, autant déjà commencer le travail, puisque c'est un travail qui se fait sur le long terme. Ensuite, pour rester compétitif face aux concurrents et au marché qui évolue, on sait très bien qu'aujourd'hui, les entreprises qui s'engagent vont rester plus compétitives parce qu'elles vont pouvoir anticiper potentiellement des crises de matières premières, augmentation des coûts et du prix des énergies fossiles, notamment du pétrole. Il y a aussi, pour répondre à la prise de conscience grandissante des consommateurs, donc ça, on le sait, il y a aujourd'hui, en tout cas en France, entre 70 et 80% des consommateurs qui disent s'intéresser à l'engagement des entreprises, potentiellement regarder l'impact de ce qu'elles achètent. Et puis ensuite, il y a également pour attirer les talents et les retenir, puisqu'on sait que aujourd'hui, de plus en plus de personnes, notamment d'étudiants qui finissent leurs études, sont intéressés par s'engager dans une entreprise qui a des valeurs et qui a pris en compte l'importance de ce sujet-là. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions déjà par rapport à ce dont on a échangé. On a des questions surtout sur la partie qui vient, comment je mets ça en place concrètement dans mon entreprise. Okay. Donc peut-être qu'on va attendre que tu aies fait cette partie. Oui, tout à fait. Du coup, on entre dans le concret, justement. Donc, comment je mets ça en place dans mon entreprise? Donc, moi, je vous propose 3 étapes. Donc, déjà, c'est je comprends l'impact de mon entreprise sur le climat. Ça, c'est hyper important. En fait, pour pouvoir agir, il faut savoir où on en est. Il faut savoir quels sont les impacts négatifs qu'a l'activité de mon entreprise sur l'environnement. Ensuite, on adopte un fonctionnement bas carbone. Donc ça, c'est, on va dire, une étape qui débute aujourd'hui, mais qui a une vision long terme. Après, évidemment, il y a des actions qu'on met en place qui sont des actions court terme. Donc, en fait, on peut agir dès demain, mais évidemment, il y a aussi une vision une vision long terme à avoir. Et ensuite, il y a une autre, pour moi, il y a une autre étape qui est importante, qui est je communique avec transparence sur ce que je fais, parce que vous allez voir qu'en fait, communiquer sur vos engagements, ça participe en fait à l'effet positif, le cercle vertueux de plus il y a d'entreprises qui communiquent, plus il y a d'entreprises qui veulent se lancer aussi, et donc du coup, on accélère la transition. Alors, tout d'abord, il faut savoir que l'impact de ton entreprise sur le climat, c'est les émissions de CO2 générées par ces activités. Donc, en fait, on parle de CO2 parce que c'est le gaz à effet de serre qui est le plus émis,
mais en réalité, il y a à peu près, quand on fait un bilan carbone, c'est 6 gaz à effet de serre qui sont inclus dans ce calcul d'émissions. Donc, en fait, la première étape, c'est de calculer son bilan carbone. Aujourd'hui, comme je vous disais, il y a une obligation pour les entreprises de plus de 500 salariés à calculer un bilan carbone scope 1 et 2, c'est-à-dire les émissions directes de ces activités. Donc, c'est-à-dire, par exemple, l'électricité qui va être émise par les usines, par les bureaux, le carburant qui va être consommé pour les voitures de fonction. Donc ça, c'est vraiment les émissions directes sur lesquelles l'entreprise en fait, achète de l'électricité, achète de l'énergie et le consomme. À partir du 1er janvier 2023, les entreprises doivent aussi inclure les émissions indirectes induites par ces activités, ces produits et ces services. Donc, généralement, les émissions indirectes, ça représente 80% de l'empreinte carbone d'une entreprise. Donc, c'est extrêmement important que, en fait, moi, je vous conseille, en tout cas, quand vous faites votre bilan carbone, de prendre en compte les 3 scopes, les émissions directes et les émissions indirectes aussi. Et du coup, les émissions indirectes, c'est par exemple les matières premières que vous achetez. On va prendre une entreprise de textile qui va fabriquer un t-shirt en coton. Mais en fait, elle doit aussi prendre en compte les émissions de CO2 qui ont été émises pendant la production du coton. Donc, en amont de la production du t-shirt. Alors, elle n'a pas d'impact, enfin, je veux dire, elle n'a pas d'action directe potentiellement pour réduire ses émissions, c'est-à-dire que ce n'est pas l'entreprise qui décide comment est cultivé le coton, comment est récolté le coton et comment il est transformé. Mais en revanche, elle a un impact parce qu'elle l'achète. Et en fait, mine de rien, l'empreinte carbone d'un t-shirt en coton, ça ne peut pas être fait uniquement sur juste sa production, le fait qu'on a découpé le coton et qu'on l'a cousu dans l'usine de production de la marque, par exemple. Donc, on a les émissions amont, donc notamment les matières premières, le transport, toute la logistique. Et puis ensuite, on a les émissions aval, c'est-à-dire une fois que le t-shirt il est vendu, en fait, le fait de le laver, ça émet des émissions de CO2 puisque on fait des machines. Et puis, comment il est amené en fin de vie. Donc, qu'est-ce qu'on en fait une fois que le t-shirt ne plaît plus à son utilisateur? Est-ce qu'il est recyclé? Est-ce qu'il est incinéré? Et donc, incinérer un t-shirt, ça émet des émissions de CO2. Et donc, du coup, l'entreprise doit aussi prendre en compte le fait que le t-shirt qu'elle vend va émettre des gaz à effet de serre jusqu'à la fin, jusqu'au moment où il va être incinéré, il va être détruit. Donc voilà, donc le scope 3, c'est les émissions indirectes et c'est hyper important aujourd'hui de calculer ces 3 scopes. Parce qu'en fait, si on calcule que les émissions directes, finalement, on a une vision de l'impact de son entreprise qui est très biaisée et qui n'est pas complète. Et si toutes les entreprises font ça, au final, voilà, les actions à mettre en place sont très limitées. Réduire, par exemple, ma consommation d'électricité, oui, très bien, mais en fait, sur toute la chaîne de valeur, on met pas d'action en place pour réduire toute la chaîne de valeur. Et donc, en fait, une fois qu'on a calculé ces émissions, on obtient la quantité totale de CO2 émise par l'entreprise répartie en pôles d'émissions. Donc là, je vous ai mis par exemple ce graphique. On voit qu'on a 20% pour les opérations, 7% pour le numérique, soit près de 64% pour les bureaux. Donc là, on voit que, alors c'est très fictif ce graphique, mais on voit que par exemple, les bureaux, c'est le plus gros pôle d'émissions, donc le pôle d'émissions les plus significatifs pour cette entreprise. Il y a quelque chose qui est extrêmement important. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on calcule un bilan carbone, en fait, le résultat, finalement, importe peu. C'est-à-dire qu'on s'en fiche de si on émet 70 tonnes de CO2, 325 ou 4000. En fait, le but, il n'y a pas de compétition entre les entreprises. On ne peut pas comparer des bilans carbone parce que, évidemment, un bilan carbone, ça dépend
de l'activité de l'entreprise, du nombre de bureaux, du nombre de salariés, du nombre de produits qu'elle va produire, par exemple, ou du service qu'elle va vendre. Et donc, en fait, il y a quasiment aucune entreprise qui est comparable, qui a la même activité, le même nombre de salariés, le même nombre de bureaux et qui vend exactement le même nombre de produits. Donc, le but d'un bilan carbone, c'est pas de se comparer avec les autres entreprises et de se dire ah ok, moi je fais moins que celle-ci, c'est génial. Non, le but c'est d'avoir ok un nombre, mais en fait c'est surtout de savoir où est-ce qu'on émet le plus et de se dire ok bah là par exemple pour cette entreprise c'est les bureaux. Donc en fait je vais me concentrer sur mettre en place des actions sur sur ce poste d'émission et pas sur le numérique parce que finalement, si je mets beaucoup d'énergie pour réduire le numérique, bah, si je le réduis d'1%, ça sera jamais aussi efficace que de réduire de 10% pour le poste des bureaux, par exemple. Donc ça, c'est très important. Il faut être hyper dans le détail et le but, c'est vraiment d'avoir une vision de notre impact. On voit aujourd'hui qu'il y a un nombre grandissant d'entreprises qui publient leur bilan carbone. Donc, par exemple, vous pouvez aller voir si vous voulez. Il y a plus de 3000 bilans carbone qui sont publiés sur la plateforme de l'ADEME Bilan GES. On vous mettra les liens dans le replay en fait pour que vous ayez accès à ces sites. Et il y a aussi plus de 300 entreprises qui se sont engagées dans le Climate Act, qui est en fait un groupement d'entreprises et qui affichent aussi leur bilan carbone. Alors, la seule chose que je pourrais, on va dire, enfin pas critiquer, mais voilà, dans l'affichage de ces bilans carbone pour le Climate Act, par exemple, vous voyez qu'on voit la liste des entreprises et puis on voit le nombre en fait de leurs émissions. Encore une fois, en fait, il ne faut pas regarder ce nombre en se disant ah bah tiens, par exemple, 900 Care, elle a énormément d'émissions comparées aux autres parce qu'en fait, elles n'ont pas le même secteur d'activité. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir en fait les actions qu'elles mettent en place. Donc, vous voyez que chaque entreprise publie les 3 actions principales qu'ils vont mettre en place pour réduire leur bilan carbone. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, une fois qu'on sait où l'on en est, l'important, c'est de décider où on veut aller. Et donc, d'identifier les actions de réduction d'émissions et de les mettre en place. Donc, les actions à mettre en place, il y en a une multitude. Pour chaque poste d'émission, ça dépend des entreprises. Donc là, je vous ai listé par exemple, ça peut aller de proposer des vélos de fonction à limiter le chauffage et la clim, faire de l'éco-conception pour ses produits, transporter ses produits en train, inciter à manger moins de viande rouge, fabriquer en lin plutôt qu'en polyester, utiliser du verre recyclé pour son packaging, acheter du matériel reconditionné, favoriser le télétravail, interdire l'avion en France. Donc voilà, il y en a vraiment, enfin voilà, c'est tout. Il y en a beaucoup, il y en a qui vont être plus efficaces, moins efficaces en fonction de votre impact. Donc concrètement, comment choisissons ces actions? Moi, ce que je vous conseille, c'est une fois que vous avez votre bilan carbone, vous faites un brainstorming à partir des postes d'émissions identifiés qui sont les plus significatifs. Donc on prend son poste qui émet le plus et on se dit, OK, comment on peut réduire? Et donc, en fait, on met, par exemple, sur des post-it, plein d'actions. Alors, on peut s'aider, par exemple, en regardant ce que font les concurrents ou les autres entreprises de son secteur d'activité, parce qu'il y en a qui communiquent déjà. Donc, qu'est-ce qu'elles ont mis en place? On achète différemment. Par exemple, on achète du coton recyclé, du coton bio au lieu de coton conventionnel, voire même du coton recyclé, du verre recyclé au lieu du verre non recyclé. On réduit son packaging. On change sa politique de transport, on agit sur sa chaîne logistique, etc. Et en fait, on essaye de les planifier pour se dire qu'est-ce qui a le plus d'impact, qu'est-ce qui est faisable en termes d'investissement financier, en termes de ressources aussi, de temps homme. Et puis ensuite, on va faire un planning comme pour n'importe quel projet, n'importe quel lancement de produits, de services, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire en année 1? Qu'est-ce qu'on peut faire en année 2?
qui est-ce qui est responsable de ça? Est-ce que si on doit revoir notre politique de transport, donc du coup, ça va être le ou notre politique d'achat, ça va être le responsable achat qui va avoir certains objectifs à mettre en place et une liste d'actions, par exemple. Et donc, vous allez voir que sur le long terme, en fait, toutes ces actions vont réduire l'empreinte carbone de votre entreprise. Donc, c'est en fait c'est un projet à mettre en place comme un peu n'importe quel autre projet. L'objectif, c'est de le quantifier et surtout de se concentrer sur les actions qui vont être les plus efficaces grâce au bilan carbone. Et donc, il y a un point important, moi je vous conseille aussi, c'est de communiquer sur ce sujet. C'est indispensable, vraiment, pour, de un, montrer l'exemple et participer à l'action collective. Donc, comme je vous disais, plus on voit d'entreprises qui communiquent, plus les entreprises qui ne sont pas encore engagées, qui n'ont pas encore mis en place, se disent « Ah il faut que je le fasse ». Peut-être que vous êtes ici aussi, vous vous posez des questions parce que vous vous rendez compte qu'il y a d'autres entreprises qui le font autour de vous, certains de vos fournisseurs, certains de vos partenaires, de vos prestataires, et en fait, vous vous dites « Bon, moi aussi, il faut que je m'y mette ». Donc, en fait, ça vient du fait que d'autres entreprises communiquent sur ce qu'elles font. En communiquant, vous allez aussi éduquer le grand public sur ce sujet qui, alors, j'ai mis nouveau entre guillemets, il n'est pas nouveau, mais il n'est pas non plus extrêmement répandu. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore ce que signifie RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Et c'est pas grave, c'est normal en fait, c'est un sujet qui arrive sur le devant de la scène. Quand on est un peu loin et qu'on n'est pas très sensibilisé, on ne connaît pas. Et donc du coup, il faut absolument éduquer le grand public. Et en fait, plus vous communiquez, vous allez éduquer vos clients, vos partenaires, vos fournisseurs, etc. Et donc du coup, c'est un cercle vertueux. C'est aussi important de communiquer pour être reconnu pour vos engagements parce que vous faites des efforts. Donc, c'est important d'être reconnu pour ces efforts-là. Vous allez inspirer votre écosystème et les pousser à l'action. Et vous allez aussi attirer des talents, des investisseurs, des partenaires qui potentiellement ont aussi ces valeurs-là, qui sont aussi engagés. Et donc, du coup, vous allez pouvoir travailler ensemble à, comme je vous disais, une empreinte carbone. Ça part de la matière première jusqu'à la fin de vie de produits, notamment des services. Bon, les services, il y a un peu moins de chaînes logistiques et il y a un peu moins d'étapes, mais ça n'empêche que vous travaillez tous ensemble et tout le monde doit agir de son côté pour réduire l'empreinte carbone globale. Et vous allez également engager vos collaborateurs, vos salariés, parce que on sait aujourd'hui que les personnes cherchent du sens et que du coup, avoir ces sujets-là qui sont traités dans son entreprise, ça engage ses salariés. On voit, en fait, ici, par exemple, je vous ai montré quelques exemples de communication. On voit qu'il y a certaines entreprises maintenant qui commencent à afficher même l'empreinte carbone de leurs produits sur leur site. Donc là, on voit par exemple Allbirds, ils affichent l'empreinte carbone de leur basket. Ils le calculent et ils l'affichent. Logitech qui va aussi afficher l'empreinte carbone sur le packaging de ses produits. Et puis, il y a d'autres entreprises comme, par exemple, là, notre empreinte carbone en 2021, c'est la banque Shine qui partage son empreinte carbone détaillée avec ses objectifs, ses limites, ses problèmes, pourquoi il y a des objectifs qu'ils n'ont pas atteints, quels sont les objectifs qu'ils ont atteints, etc., les difficultés. L'entreprise aussi Picture Organic Clothing qui parle de sa vision, qui parle de son ambition, mais qui dit aussi qu'en fait, ils ne sont pas parfaits, personne n'est parfait, mais voilà, on essaye tous de faire mieux et donc du coup, communiquer là-dessus sur votre engagement. Un sujet important, le greenwashing. Il faut faire attention. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas communiquer, mais ça veut dire qu'il faut savoir qu'il y a des entreprises qui font du greenwashing et qu'on peut facilement tomber dans le greenwashing, même si ce n'est pas intentionnel. Et donc, du coup, il faut aussi s'informer sur ce sujet pour éviter. Alors, moi, j'ai 2 conseils, transparence et humilité. C'est les piliers d'une communication environnementale réussie. Partagez ce que vous faites. N'ayez pas peur d'être jugé.
Et puis, soyez humble quand on voit les entreprises, je suis la première, la plus responsable, la meilleure empreinte carbone. En fait, on s'en fiche, on n'est pas ici pour dire qu'on est meilleur. En fait, on est ici pour dire qu'on s'engage aux côtés de toutes les autres entreprises qui sont déjà engagées. Donc, en fait, il faut faire attention pour le greenwashing à ne pas faire de promesses excessives et disproportionnées. On reste du coup dans l'humilité, à manquer de transparence et de preuves. Donc, vraiment partager ce que vous faites. Si vous faites des actions de ramassage de déchets, partagez. Si vous donnez à des associations, donnez le nom des associations à qui vous faites des dons, par exemple. Voilà, soyez transparents parce qu'aujourd'hui, les consommateurs, les personnes sur le monde du travail qui cherchent un emploi, tout le monde est à la recherche de confiance et donc la confiance, ça se gagne avec la transparence. Il faut éviter de détourner l'attention des vraies sources d'émissions carbone. Là, on a un très bon exemple. Vous voyez l'article de Midi Libre Montpellier. L'aéroport va planter des arbres pour compenser son impact carbone. Alors, on sait qu'aujourd'hui, planter des arbres par rapport à l'impact carbone d'un trajet en avion, c'est rien du tout. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment minime. Donc, c'est très bien qu'ils plantent des arbres. Après, est-ce qu'il faut en faire tout un pataquès? Non. Il faut peut-être montrer comment l'aéroport de Montpellier, finalement, s'engage dans des actions qui sont quand même plus long terme et qui ne détournent pas des vraies sources d'émissions carbone qui sont l'impact de l'avion, en fait. Éviter de verdir ces visuels pour que l'on associe inconsciemment l'image de la marque avec la nature. C'est ce que McDonald's a fait. On est quand même au courant que manger chez McDo, c'est énormément de déchets, des emballages à usage unique, c'est principalement de la viande, même s'ils commencent à mettre plus d'options végétariennes. Mais quand ils ont changé leur logo, je pense que c'était il y a au moins 10 ans qu'ils sont passés du rouge au vert. Il y a 10 ans, ils étaient très très loin d'avoir une vraie politique d'engagement. Donc voilà, c'est complètement du greenwashing de mettre son logo en vert alors qu'à côté de ça, ils vendent uniquement de la viande, pas forcément de très bonne qualité, avec des ingrédients qui sont pas bio non plus. Donc voilà. Et faire attention aussi à utiliser des mots, à ne pas utiliser des mots qui relèvent du champ lexical écologique sans justification, éco-responsable, écologique, biodégradable, etc. Si on n'a pas de justification derrière, il faut éviter d'utiliser ces mots-là. Pour en savoir plus sur le greenwashing, je vous donne 4 sources ici. On les remettra aussi en lien. Mais voilà, le guide anti-greenwashing de l'ADEME, le guide de la communication responsable de l'ADEME, le guide anti-greenwashing du collectif pour un réveil écologique et le podcast Trajectoire du mois de novembre qui parle de greenwashing. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, un petit récap. Je vais accélérer pour pouvoir prendre plus vos questions, mais on arrête les activités émissives et simples à éviter. Par exemple, voilà, on sait que l'avion, si on peut remplacer par le train, on a un impact direct assez facile, par exemple. On arrête de mettre le sujet sous le tapis, même si ça paraît énorme, même si ça fait peur, il faut absolument faire le premier pas parce qu'on n'a plus le choix maintenant. On continue à mieux comprendre le sujet, à préserver son business et son équipe, évidemment. Donc, l'objectif, c'est que les entreprises continuent quand même à tourner. Donc on a des stratégies qui prennent en compte aussi le développement de l'entreprise. Et puis, on commence à s'engager, à faire sa part, à proposer à son équipe de se saisir du sujet, à avoir des ambassadeurs qui vont commencer à agir, faire des formations, faire son premier bilan carbone et commencer à brainstormer en équipe parce qu'il y a potentiellement certaines personnes de votre équipe qui ont déjà des idées sur comment agir. Et donc, pour passer à l'action demain, ici, je vous ai mis plein de ressources, je vous mettrai les liens, mais pour mieux comprendre le sujet, il y a des MOOC gratuits, il y a la synthèse, les 10 points clés du dernier rapport du GIEC, du collectif pour un réveil écologique, c'est où on en est, quelles sont les données scientifiques sur le dérèglement climatique, il faut absolument les avoir en tête pour comprendre qu'il faut agir maintenant, lire les guides sectoriels de l'ADEME,
Suivre une formation, participer à une fresque du climat, former vos équipes en continu sur les sujets, notamment par exemple avec Else, organiser des formations personnalisées sur vos sujets clés et enjeux de votre entreprise et faire votre premier bilan carbone, soit avec un consultant indépendant, par exemple comme moi, ou des cabinets de conseil ou des plateformes SAS comme Sami ou Actio. Et vous pouvez aussi vous faire accompagner pour tout ce qui est le passage à l'action, la définition des actions, la mise en place des actions. Au final, on ne reprochera jamais à une entreprise de n'avoir pas encore atteint un tel niveau de réduction d'émissions. On ne reprochera pas à une entreprise de ne pas être parfaite. Par contre, on se détournera de celles qui ne font rien. Je voulais terminer avec des bonnes nouvelles, mais on peut poser les questions et en même temps lire ces bonnes nouvelles. Parce qu'il y a des choses qui se passent et donc voilà, il faut rester positif. Plus on agit, plus on a de chances d'accélérer la transition. Merci beaucoup Géraldine pour cette présentation. Je pense qu'on a tous appris pas mal de choses ici. On va passer effectivement directement aux questions pour pas trop qu'on soit en retard. On a une première question de Julienne qui dit est-ce qu'il serait préférable de faire du télétravail dans le cas où, par exemple, l'exemple que tu avais donné, 64% d'émissions se font au bureau. Ouais. Parce que Julienne a notamment lu que on consomme quand même plus chez soi. Donc, qu'est-ce que tu recommandes? Alors en fait, pour le télétravail, moi je recommande notamment, en effet, on peut consommer plus chez soi. Je pense que c'est un peu équivalent, mine de rien, l'électricité au bureau ou l'électricité chez soi pour recharger son ordinateur, par exemple. Après, le télétravail, c'est très intéressant pour le transport quand les salariés vont au travail en voiture, en fait. Parce que pour réduire en tout cas l'empreinte, si finalement, au lieu de faire 5 trajets en voiture, on va faire 2 trajets en voiture dans la semaine, bah, ça réduit. Après, il faut évidemment savoir que si on va au travail en voiture et que sur le chemin, on dépose ses enfants à l'école, et que finalement, quand on fait du télétravail, on prend quand même la voiture pour aller déposer ses enfants à l'école, même si on ne va pas au bureau, la réduction va être minime. Donc, ça dépend si vraiment on arrive à éviter un trajet en voiture pour la journée, quoi. Ok, merci beaucoup. On avait également une question de Dorian qui demandait justement, est-ce que tu as des astuces pour diminuer son empreinte carbone, notamment sur les livraisons de produits? Alors, les livraisons de produits, en effet, alors l'astuce une, c'est de se faire livrer dans des points relais, puisqu'il faut savoir que du coup, quand vous faites livrer dans des points relais, ben, en fait, le camion, il va éviter d'aller à chaque domicile et donc du coup, il va réduire son temps de trajet. Donc, si on réduit le temps de trajet, on réduit le carburant qui est utilisé. Donc voilà, si vous avez des points relais à côté de chez vous et que vous pouvez y aller à pied, parce qu'en fait, si vous allez chercher votre colis en point relais en voiture, dans ce cas-là, vous utilisez aussi du carburant, donc finalement, ça se compense. Mais si vous avez des points relais et vous pouvez y aller à pied ou en vélo, ou si c'est sur le trajet du boulot et que vous y allez en transport en commun, etc., ou à côté de votre travail, et ben là, du coup, on réduit son impact. Après, ouais, voilà, c'est une des choses. Et surtout, il y a aussi autre chose, c'est ne pas faire des livraisons express. Parce que l'objectif dans les livraisons express, c'est que l'entreprise a moins de temps pour remplir les camions et optimiser le trajet en fait des livreurs. Alors que si vous faites livrer en plusieurs jours, en fait, l'entreprise va optimiser. Donc, les livraisons express en 24 heures, si vous n'avez pas besoin de ce produit en 24 heures, ben, en fait, prenez les livraisons plutôt longues et comme ça, il y a une optimisation des trajets. Donc, c'est mes 2 conseils. Merci beaucoup. Et encore une fois, c'est quand même assez lié à les livraisons. On a une question de Laura qui demande comment expédier, exporter nos produits sans que ça ait un impact trop néfaste. Alors, en fait, c'est le choix logistique, en effet, est important parce que du coup, le moyen de transport, donc c'est sûr que si les produits voyagent en avion, alors là, on explose son empreinte carbone.
Aujourd'hui, ça se fait principalement par camion, les transports de produits, ou par bateau quand c'est très loin. Je pense qu'il faut essayer d'optimiser, donc de faire le moins d'aller-retour possible, le moins de trajets possible. Et, et puis après, il faut savoir que le transport, généralement, dans un bilan carbone, c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est le produit en lui-même. Donc, le but, c'est aussi d'essayer de réduire l'impact de son produit avec les matières premières qu'on utilise, potentiellement de l'éco-conception, et puis comment dire, oui, c'est ça, d'avoir un produit qui est un peu plus écologique. Merci beaucoup. Pour le reste des questions, tu y as répondu pendant le webinaire, Ok. donc c'est super. Et donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup, Géraldine. Merci beaucoup aux participants pour votre présence. Le webinaire sera bien entendu disponible en replay et je vous invite à rester jusqu'à la fin afin de répondre au pourcentage de satisfaction. Comme vous le savez, ça nous aide beaucoup pour savoir ce qui marche pas et orienter les prochains webinaires. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux webinaires, notamment sur Amazon Ads. Et je laisse le mot de la fin à Géraldine. Eh bien, écoutez, moi, ce que je veux vous dire, en tout cas, c'est que il n'est jamais trop tard pour agir et pour vraiment se pencher sur le sujet. Donc, en fait, aujourd'hui, on est sur une trajectoire qui, en fait, pour vous dire, on dit qu'on va dépasser les plus 1,5 degrés, mais en fait, le but, c'est si on s'arrête à 1,6 degrés ou 1,7 degrés, c'est toujours mieux que plus de degrés. Donc, en fait, chaque action, chaque tonne de CO2 qui n'est pas envoyée dans l'atmosphère, c'est du positif. Donc, ça sert à rien de se dire, je fais quelque chose, mais finalement, ça n'a pas trop d'impact. Si tout a de l'impact, évidemment, il vaut mieux se concentrer sur ce qui a le plus d'impact, mais dans tous les cas, chaque action a de l'impact. Donc voilà. Et du coup, je vous ai laissé sur les bonnes nouvelles parce qu'il y a énormément de choses qui se font. Le monde est en train de changer, donc voilà, il faut faire partie de cette solution, il faut commencer à agir. Mais vraiment, tout le monde a de l'impact. Chaque petite chose évitée permet d'aller dans la bonne direction. Donc moi, c'est vraiment ça. Il faut et puis lutter contre l'éco-anxiété. Si on est un peu anxieux, agir, c'est la première chose qui permet de lutter contre l'éco-anxiété. Et puis encadrer, enfin voilà, parler avec des gens qui agissent déjà. Entourez-vous de personnes qui sont positives et qui font des actions. Comme ça, tout le monde va dans la bonne direction ensemble. Et puis quand on parle des personnes négatives, essayez de pas trop, de pas trop se concentrer là-dessus et plutôt sur les bonnes nouvelles et ce qui se passe. Il y a vraiment beaucoup de choses qui avancent, donc on est dans la bonne trajectoire pour Merci agir. beaucoup, Géraldine. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt. Bonne journée, à bientôt.